Bonjour et bienvenue dans Les Clés de l'insertion, le podcast dédié à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes âgés de 15 à 25 ans. Je m'appelle Hashmi et je suis éducateur spécialisé de formation. J'ai décidé de créer ce podcast pour renseigner, conseiller et accompagner les jeunes pendant leur parcours d'insertion et toutes les personnes qui les accompagnent dans leur démarche. Dans les différents épisodes, je vais vous donner des outils, des astuces et vous faire découvrir des actions ou des projets mis en place dans le domaine de l'insertion. C'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je vous retrouve pour ce nouvel épisode des Clés de l'insertion. J'ai le privilège de recevoir Moussi Traoré, qui est le président de l'association des ateliers parisiens et le fondateur de l'école de haute couture, les ateliers d'Alix. Donc j'ai souhaité l'inviter aujourd'hui parce que son parcours inspirant est selon moi un modèle et une source d'inspiration pour tout jeune qui souhaite se lancer et accomplir ses rêves. Parce que la particularité de Moussi, c'est qu'aujourd'hui, il utilise la mode et la couture comme d'un outil éducatif permettant aux jeunes de s'insérer professionnellement. Donc, merci Moussi d'avoir accepté mon invitation. Au plaisir. Est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, te présenter et nous parler de ton parcours ? Bien sûr. Moi je me présente, Moussi Traoré, 35 ans, créateur de mode, fondateur et président de l'association Les Ateliers Parisiens et de l'école Les Ateliers Alix, qui est à la fois une école de haute couture mais aussi un organisme de formation dans les métiers de la mode. Donc voilà, ça fait peut-être 10 ans maintenant que je suis dans le domaine de la mode, le stylisme. Bon, moi, mon parcours, si je devais m'étaler dessus, ce serait trop long. Mais voilà, j'ai un parcours assez atypique. J'ai connu la mode, c'était en piquant des vêtements dans les grands magasins. C'est comme ça que j'ai découvert ce milieu qui m'a fasciné. Et ensuite, au départ, c'était juste pour être bien habillé et plaire aux filles que je m'étais lancé dans ces escapades. Ensuite, j'étais en terminale, je savais pas trop quoi faire. Et puis la mode m'est venue comme ça. Et à partir de là, j'avais trouvé mon destin en fait. Et par rapport à ça, donc j'ai fait une école de mode, j'ai arrêté les bêtises. Donc là, arrivé la débrouillardise, parce que les écoles de mode à Paris, ça coûte cher. Mais voilà, j'ai eu la chance j'ai trouvé un boulot chez Zara, ensuite j'ai bossé chez Armani, ça me permettait de financer mes études. Quand j'ai fini les études, j'ai voyagé un petit peu, j'ai eu la chance dans mon parcours de faire un stage à l'Opéra Garnier, ça m'a ouvert les portes de l'opéra, de découvrir tout cet univers que je connaissais pas du tout à la base. Moi je suis un TGV en fait, je fonce, donc j'ai voulu me lancer tout de suite et lancer ma marque en fait. Donc j'avais pas d'expérience dans une maison de mode, de luxe ou autre, et j'ai voulu me lancer tout de suite. Donc comme beaucoup de jeunes créateurs, j'ai connu c'est quoi les galères, que ce soit les soucis financiers, j'ai découvert l'entrepreneuriat. En même temps, j'ai découvert la vie d'un jeune créateur de mode. Donc là, je peux vous dire qu'on dort pas beaucoup et on dort avec des soucis, on se lève avec des soucis. Mais à partir de là, j'ai eu la chance d'être épanoui en fait dans ce que je faisais. C'est un métier qui m'a beaucoup apporté, tant humainement qu'en termes d'expérience, à travers les voyages, les rencontres. Je me suis fait des amis dans les 4 coins du monde. J'ai été invité en Russie, en Corée, au Japon, en Inde. En Guyane, mon métier m'a permis de voyager en fait, de faire des belles rencontres et que je n'aurais peut-être pas fait si j'étais dans un autre registre ou évolué dans un autre métier. Donc c'est un métier de passion. Moi je m'estime chanceux en fait de faire ce métier. Après oui, c'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices. Il faut aimer ce métier-là, mais j'estime que je suis chanceux. Et voilà, aujourd'hui j'ai envie de partager ma passion avec d'autres personnes, de transmettre. Donc il y a encore plein de belles choses devant moi. C'est clair. Et est-ce que tu peux nous raconter, entre guillemets, comment du quartier tu t'es retrouvé à l'Opéra Garnier ? Ou de comment tu as pu faire justement pour te construire ce parcours-là, alors qu'à la base tu n'as pas de réseau ? J'ai une devise, c'est que si la porte elle est fermée à double tour, je passe par la fenêtre. Donc ça me fait pas peur d'aller toquer aux portes de chez LVMH ou chez Kering. J'ai toujours été comme ça. Là, je me revois moi, enfant, quand je voulais quelque chose et que je demandais à mon père ou à ma mère, j'étais le relou qui lâche pas l'affaire, qui insiste,
qui va inventer des mensonges, va faire croire qu'il y a une sortie ou quoi, mais quand je veux quelque chose, il fallait que je l'aie. En fait, c'est devenu une force aussi dans le sens où comment je me suis retrouvé à l'opéra, c'est simple. Moi, j'étais fan du créateur John Galliano. J'avais vu que dans son parcours, il avait travaillé dans un théâtre, je crois. Et j'aimais beaucoup le côté spectaculaire de ses défilés, ses mises en scène, et puis le côté très théâtral. Et par rapport à tout ça, je me suis dit, moi j'aimerais bien aussi avoir une expérience dans un lieu qui évoque le monde du théâtre, du spectacle, etc. Et là, je me suis dit, je sais où, l'Opéra Garnier. En fait, je me suis dit, je vais viser le plus haut tout de suite. Et juste avant ça, un des premiers dossiers de stylisme qu'on devait faire, c'était sur Christian Lacroix, et c'était une expo qui avait lieu à l'Opéra de Paris. C'était la première fois que je découvrais l'Opéra de Paris. Je devais avoir 22 ans. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Je trouvais ça... c'est majestueux comme lieu, quoi. C'est un lieu de vie, de rêve. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert l'opéra. Et puis, suite à cette envie de ressembler à mon idole de l'époque, je m'étais dit, je vais appeler l'opéra. Un jour, un matin, j'étais chez moi, je vais appeler le service habillement de l'opéra ou les ressources humaines, je sais plus. Je leur ai expliqué que je travaille à Zara actuellement et que ça me saoule de bosser à Zara, que j'ai envie de changer, de passer à autre chose. Et que l'opéra, j'aimerais avoir une expérience professionnelle à l'opéra. Donc j'ai eu la chance de tomber sur la responsable des équipes d'habillement, qui s'appelle Gisèle Houdin. Donc Gisèle, si un jour tu m'écoutes, je te remercie beaucoup. Et en fait, c'est une personne qui m'a donné ma chance. Parce que quand je l'ai appelée, je lui ai dit au culot, moi je veux travailler chez vous. Et ensuite, elle m'a dit, écoute, on ne peut pas embaucher, déjà qu'au niveau budgétaire, c'est de plus en plus compliqué, mais rencontrons-nous. Donc je suis parti, j'ai passé un entretien, je lui ai expliqué le but de ma démarche, etc. Et puis elle m'a dit, écoute, je peux te prendre en stage. Je dis, super. Et moi, je pensais que c'était un stage non rémunéré, mais même ça, c'était bon pour moi, quoi. Et en fait, c'est un stage rémunéré. Donc c'était cool. Mon stage de deuxième année, je l'ai fait à l'Opéra Garnier. Et là, j'ai découvert tous les services, que ce soit le service pressing, coiffure, maquillage, habilleur, les ateliers de couture. Et c'était génial parce qu'en fait, j'assistais à toutes les répétitions des troupes. Que ce soit, je crois que là, c'était pas un ballet, mais c'était un spectacle lyrique. Donc pareil, je découvrais tout ce monde-là que je ne connaissais pas. Et puis voilà, quand il y avait les répétitions, en plus j'étais assis dans la salle, j'étais un peu le stagiaire chouchou aussi. Donc ça a été une super belle expérience. Moi, je suis tombé amoureux du lieu. Et ensuite, quand mon stage s'est terminé, je suis resté en contact avec cette personne, je lui donnais des nouvelles, je lui disais ce que je devenais, Et une fois, elle me rappelait pour me proposer de faire des extras avec eux sur un ballet russe. C'était le Bolchoï, qui est une des plus belles compagnies au monde. Et du coup, je devais habiller les hommes avec les équipes d'habilleurs. Donc c'était cool, je pouvais assister à tout ça, et j'étais dans les coulisses. Et puis quand on voit sur scène ce qui se passe, on se rend compte que ça m'a fait découvrir plein de choses sur le monde des ballets que je connaissais pas du tout, parce que quand on vient d'un quartier et tout, on se fait un peu des idées, on a tout de suite des préjugés sur ce monde-là. Et en fait, moi j'avais la chance d'être au plus près d'eux, je parlais avec les artistes et tout. Et de temps en temps, là, on m'appelait pour des extras, et puis la vie a fait que je me suis retrouvé à un jour être sur des projets artistiques avec Marianne Gillot, qui était une des danseuses étoiles de l'Opéra de Paris. C'est énorme. Et donc maintenant on est en 2020. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as souhaité créer une école de haute couture à ton tour, et surtout dans un quartier prioritaire? En fait, l'école, c'est arrivé à un stade où, avec mon ancienne collègue avec qui j'ai créé ma première marque, Zen et MSI, on était dans une situation très critique. Les dettes s'accumulaient, on ne vendait pas, on était plutôt des créatifs, il n'y avait pas un businessman avec nous, ça devenait de plus en plus dur, on avait à peine fini une collection qu'il fallait tout de suite trouver des sous pour financer la suivante. C'était très difficile, et il y a un moment je me disais, non, je ne peux pas continuer comme ça, il faut que je trouve autre chose. Et c'était une époque de ma vie où c'était quelques années après que j'avais vu l'exposition de Madame Gray au musée Bourdelle. Moi, c'est une couturière que j'adorais à la base, que j'étais fasciné par le travail et l'histoire de cette femme. Et en fait, je me suis dit, il faut que je rende hommage à cette femme. Je sais pas, c'est comme si elle me parlait. J'avais envie de faire quelque chose, je voulais rendre hommage à cette femme. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, à un moment, de me dire, ce serait bien que je crée une école, parce qu'en créant une école, je fais de la formation, je pourrais gagner un peu. Et en même temps, je peux former mes équipes plus tard qui peuvent me rejoindre. Donc il y avait cette idée d'avoir peut-être plus tard une sorte d'écosystème qui
qui vont de la formation jusqu'à l'insertion dans nos propres ateliers. Mais tout ça, c'est venu au fur et à mesure. Hein. C'est au fur et à mesure que les choses sont développées, que les idées sont développées. Et j'ai eu la chance de rencontrer une femme, Madame Thomas, qui avait travaillé chez Madame Gray. Donc en plus, elle est meilleure ouvrière de France en haute couture. Et au fur et à mesure, tous les gens, des artisans avec lesquels je travaillais sur mes collections, des gens que j'ai rencontrés qui travaillent dans des grandes maisons, je me suis dit, c'est génial, parce qu'en plus de faire des formations pour la couture, je pourrais aussi avoir une panoplie d'intervenants sur plusieurs métiers d'art, des métiers de la communication visuelle, comme la lingerie, le plissage, l'ennoblissement, la photo de mode, la maroquinerie, la corsetterie. Et en fait, à chaque fois, j'avais un expert. C'était soit quelqu'un avec qui j'avais travaillé sur une de mes collections, ou quelqu'un que j'ai rencontré, enfin bref. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer cette école. J'ai commencé au départ sur Paris, c'est 2 lycées professionnels, le lycée Paul Poiret et le lycée Turquetti, qui ont accepté de m'aider au démarrage de mon projet, parce que j'avais pas les moyens d'investir dans des locaux, et du coup, je louais des ateliers à ces établissements. Et j'en profite pour remercier Monsieur Sorel, Alain, qui est devenu aujourd'hui le directeur de l'école du Perret, et Fabienne Castagnet. Voilà, c'est des gens qui étaient proviseurs de lycée professionnel. J'ai été les voir, j'ai eu rendez-vous. Ils ont cru en moi, ils ont cru en mon projet, ils ont voulu m'aider, le soutenir. Ensuite, au lycée Turquetti, avec M. Sorel, j'ai pu mettre en place des cours de couture pour adultes le soir sur Paris. Donc, en fait, ça m'a permis de pouvoir lancer mon projet, de le tester, de l'expérimenter sans prendre trop de risques, en fait. D'accord, t'es allé étape par étape. Exactement. Et c'était une vraie chance. Et aujourd'hui, pourquoi en banlieue ? Parce que ces établissements, ils ont été aussi rattrapés par la disponibilité de leurs ateliers, parce qu'il y a aussi des formations qui sont développées dans ces établissements, donc ils avaient moins de place pour accueillir. Puis à un moment, je me suis dit, pourquoi je ne mettrais pas l'école en banlieue, et là où je suis en fait, dans mon quartier, parce que j'ai eu la chance d'être quand même accompagné, soutenu par l'Escale, par la municipalité. Et puis à un moment, je me suis dit, parce qu'on faisait aussi des cours de couture du soir pour les adultes, je me suis dit, on va faire l'école ici. Pour moi, c'était aussi une manière de me dire, je veux assumer ça, que la première école dédiée à la haute couture en France, c'est dans une banlieue que je vais la mettre. T'avais pas peur des préjugés en te disant, tu vas installer une école au sein d'un quartier prioritaire, là où justement les jeunes n'ont pas une image de la mode qui est transcendante, je dirais. T'as pas eu peur que ça fasse un flop ? Non, parce que je me dis, si moi à leur âge j'avais eu la chance, là je parle pour les gens qu'on accueille, si moi j'avais eu la chance qu'on m'offre une formation comme ça, je serais déjà j'aurais fait moins de nuits blanches, j'aurais fait des belles économies à cette époque, et donc je me dis, celui qui en veut vraiment, ça va pas le déranger de venir jusqu'en banlieue, au pied d'un quartier dit sensible. Après, au niveau des projets, la mode se démocratise beaucoup. Aujourd'hui, S-Mode, qui est la plus grosse école mondiale, la plus ancienne, ils sont partis s'installer à Pantin. Ah oui. Donc voilà, les frontières en tout cas s'ouvrent un peu plus au niveau de la périphérie autour de Paris. Et moi je trouve ça bien, je trouve qu'il faut aussi... Il y a quelques lycées professionnels en banlieue, mais c'est vrai qu'il y a une concentration des écoles de mode, notamment les écoles privées, sur Paris principalement. Mais moi je trouve que c'est bien aussi que, qu'il y ait des nouveaux territoires, qu'il y ait des nouveaux lieux de formation sur les métiers d'excellence, les métiers d'art. Et au contraire, aujourd'hui, je suis soutenu par le département du Val-de-Marne, le territoire. Tant mieux, j'ai envie de dire. C'est clair. Il faut de la place pour tout le monde. Et maintenant, comment tu utilises la couture et le monde de la mode en général pour en faire un outil vers l'insertion professionnelle ? Comment vous faites au sein de ton école, de ton centre de formation ? En fait, déjà, pour moi, cette école, j'ai envie de donner la chance à des jeunes qui n'ont peut-être pas les moyens. Là, par exemple, on a fait des partenariats avec la Guyane pour accueillir chaque année 1 ou 2 jeunes de Guyane, parce que quand ils ont leur bac pro, métier de la mode, c'est très compliqué après, il n'y a pas de perspective derrière, que ce soit en termes d'emploi ou d'études supérieures. Peut-être le BTS et encore. Donc pour moi, l'idée c'était que, à travers ce projet, je sais déjà que j'allais offrir une chance à des jeunes, parce que j'en ai rencontré tellement des gens, même à mon époque, à moi, ou quand je travaillais chez Zara ou chez Armani, des gens qui m'ont dit « Ah putain, t'es courageux, parce que moi, à mon époque, je voulais faire ça, j'ai pas pu, parce que faute de moyens, ou parce qu'à un moment, il me fallait un boulot alimentaire, ou parce que mes parents ne voulaient pas, ils voulaient que j'aille sur un métier plus sécurisé, où il y a plus de chances de perspectives d'emploi à l'insertion professionnelle. » Et je me suis dit, j'espère que jamais dans ma vie, je vais être amené à tenir ce genre de discours.
C'est un discours où il y a une vraie frustration à l'intérieur. Et en fait, donc il y avait déjà cette envie d'offrir une chance à des jeunes qui méritent, qui font preuve de bonne volonté, etc. La deuxième chose, c'est que moi j'ai toujours un rêve, c'est que je me dis un jour, si je fais de la haute couture, j'aimerais le faire avec les mamans de mon quartier. Et j'aimerais que ce soit un projet qui favorise l'insertion de ces publics-là. Un projet qui peut être une passerelle pour les emmener vers des plus belles maisons, des plus grandes maisons. Et je me dis, toutes ces mamans, elles ont veillé sur nous quand on était jeunes, quand on était enfants dans le quartier. Aujourd'hui, c'est aussi à nous de leur rendre l'appareil. Ça peut être certaines qui ont des notions en couture, qui n'ont peut-être pas de qualification, de faire en sorte de leur créer un chemin vers l'emploi. Ou peut-être parce qu'elle a une fille ou un fils qui aime la couture, ils n'ont pas les moyens de lui payer une école, pourquoi moi je ne pourrais pas offrir cette chance? Et c'est aussi jouer un peu le rôle des grands frères dans les quartiers, de montrer la voie en tout cas vers des métiers que ces jeunes ne connaissent peut-être pas. Il y a les migrants aussi que j'aimerais bien aider parce que beaucoup maîtrisent la couture dans leur pays d'origine. Et je me dis que c'est dommage que des talents comme ça soient gâchés, que ces gens-là parfois on a l'impression qu'ils sont même méprisés. Et pour moi il y a des talents partout. Et je me dis il faut aider parfois ces talents à s'exprimer. Moi j'ai eu la chance que dans mon parcours, que les gens m'aient tendu la main. Pour moi c'est enrichissant de tendre la main à son tour. Et puis c'est les rencontres. C'est le feeling qui se crée. Pourquoi j'ai fait ça? Je pense que c'est peut-être aussi lié à notre culture. En Afrique, c'est un peu la petite maison dans la prairie, quoi. C'est la cour commune, ma porte elle est ouverte, t'es le bienvenu pour manger. Nous on a grandi dans une culture où on mange tous dans un plat, tous à la main, c'est un signe de partage. Aussi, parfois, c'est peut-être l'aspect religieux. Notre religion qui dit que moi je suis musulman, notre religion nous dit que ce que tu veux pour toi, tu le veux pour ton prochain. Donc c'est un tout en fait. Je pense qu'il y a le côté religieux, le côté culturel. Je pense qu'il y a aussi, au quartier, on a grandi à travers la solidarité. Parfois pas dans les bons contextes, parce que quand c'était pour les embrouilles de quartier, qu'en gros il faut être présent pour les potes, c'est un côté un peu négatif, mais en même temps c'est aussi une force qui s'est créée. Nous on a grandi en partageant des paquets de chips ensemble. On pouvait le partager à 10. Donc je pense que c'est aussi des petits restes de tout ça qui fait que pour moi c'est normal et puis franchement ça fait plaisir quand des parents ils te disent franchement merci. T'as l'impression que t'es le Père Noël avant l'heure en fait. Ou quand j'ai des étrangers qui sont venus en France, qui ont galéré, que tu as aidé à s'insérer ou à former, ou que tu les as aidés pour les papiers, et que ces mêmes personnes, le jour où tu as besoin d'eux, ils sont là, ils sont prêts moi, il y a des gens, ils étaient prêts à faire des nuits blanches pour moi, pour m'aider à finir mes collections. Donc c'est normal que des gens comme ça, le jour où ils ont des problèmes, je suis là aussi pour eux. J'ai eu des gens, des façonniers, qui, le jour où ils avaient des problèmes de papier, ça ne me dérangeait pas de ne pas aller bosser une journée et d'aller les aider à mon tour pour les démarches administratives. C'est des gens en contrepartie. Le jour où j'avais besoin d'un atelier de fabrication pour m'aider à finaliser ma collection, dès qu'ils avaient fini de bosser pour Hermès ou Dior, ils avaient 3-4 jours devant eux, ils me disaient vas-y, tu déposes tout chez moi et je vais finir ton travail. Pour les payer, c'était la bagarre parce qu'ils ne voulaient pas prendre un sou. Et là, on était vraiment dans une démarche d'entraide. Avec, tant qu'on peut aider, moi je trouve qu'aujourd'hui, il faut créer des modèles alternatifs basés sur la solidarité, sur l'entraide, sur le partage. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'en suis arrivé là, c'est que j'ai eu beaucoup de chance parce que les gens m'ont aidé, mais ils m'ont aidé aussi parce que quand ils avaient besoin de moi, ils savaient qu'ils pouvaient compter sur moi. C'est clair. Et tu vois, toutes les valeurs de partage et d'entraide que tu parles, c'est aussi ce qui t'a permis de consolider ton parcours, qui fait qu'aujourd'hui, t'es fondateur d'une école de haute couture. Et tu as beaucoup parlé tout à l'heure des différents financeurs qui t'aident, départements et autres. Et moi, je voulais savoir justement comment tu as fait pour les convaincre et fédérer ces partenaires ainsi que la municipalité autour de ton projet. Alors au niveau de la municipalité, tu sais quoi, c'est un grand frère du quartier, Moussa Sissoko, je passe le salam. C'est le premier qui est parti voir, je crois, Franck Lecomte ou quelqu'un en tout cas qui travaille à l'Escale. Et un jour, par exemple, il me dit alors ça se passe comment, ton truc d'études? Là c'est un peu galère, j'ai pas d'endroit où pour bosser et tout. Il me dit ah ouais, t'es sérieux là? Moi attends, je vais aller parler à qui il faut. Et il est parti parler, c'est grâce à ça que j'ai pu aller travailler dans les salles de l'Escale.
Ça, je n'oublierai pas, parce que tu vois, des fois, on oublie que il y a des gens, quand je te dis qu'il y a des gens qui m'ont tendu la main, c'est à tous les niveaux. Ça peut être un grand du quartier, comme quelqu'un de l'Escale. Moi, j'ai eu la chance que Dominique Delpeux, Aboubacar Ismaël, c'est des gens qui ont toujours été à l'écoute. Enfin, ils m'ont toujours soutenu. Ils ont pris des risques pour m'aider. Et donc, au niveau déjà local, c'est par leur intermédiaire à eux que j'ai pu en arriver à cette relation de confiance. Donc les professionnels ont su t'accompagner justement dans déjà au niveau des élus de la ville. D'accord. C'est eux qui m'ont facilité, en tout cas, qui ont peut-être fait ce travail de séduction à ma place pour que je puisse avoir l'appui déjà de la ville. Après, il y a eu des projets que j'ai faits qui ont fait que on a entendu parler de moi, notamment des reportages télé, etc. Mais j'ai eu la chance que oui, à l'Escale, il y a des personnes qui m'ont bien soutenu. Il y a eu aussi tout ce qui est les gardiens et tout. Moi, c'est des gens qui ont toujours été cool avec moi, toujours une bonne relation. Donc, il y avait déjà une bonne relation avec les gens et ça, c'est important. Après, au niveau des autres partenaires, forcément, Aboubacar Ismaël, qui était le chef de la politique de la ville, forcément, il a pris mon projet, il m'a dit voilà, tu pourrais peut-être faire ci, ça. Il m'a aidé à me structurer, à apprendre à monter un projet, à maîtriser un projet, à le structurer, à le développer. Et grâce à ça, grâce à leur expertise, ça m'a permis d'être en tout cas crédible quand le projet a été déjà présenté à Paris Habitat, à la CAF. Et puis j'ai aussi la chance que chez ces partenaires-là, j'ai eu des gens qui avaient une oreille bien attentive. Ils étaient contents aussi parce que ça faisait des projets nouveaux. Parce qu'en général, dans les quartiers, c'est souvent la boxe, le foot. Donc ça faisait des projets nouveaux. Et du coup, en plus, nous, les ateliers de couture, ça devenait un vrai lieu de cohésion. Moi, par exemple, ma responsable d'atelier aujourd'hui, c'est une personne qui est adorable, que j'adore, parce qu'elle véhicule déjà l'état d'esprit que j'aime. Quelqu'un de simple, humble, modeste. C'est quelqu'un qui à un moment avait pris des cours de français à l'Escale, qui pendant 2 ans, elle a fait des cours de couture bénévolement pour les mamans du quartier. Et ensuite, elle a travaillé un peu le social, on m'a présenté, et je lui ai dit, écoute, moi j'ai une formation de couture, est-ce que ça te dit? Elle a participé. Et au final, je l'ai intégrée avec moi, elle a continué aussi ses cours avec le centre social. Elle travaille avec moi, c'est grâce à elle que j'ai grandi. C'est quelqu'un qui habite Villiers, qui a quasiment l'âge de ma mère. Mais elle m'apporte un vrai plus dans mon travail aujourd'hui. J'apprends à son contact, puis elle est mieux organisée que moi, donc forcément elle pallie là où j'avais encore des petites lacunes, des brèches à combler. Donc tous ces partenaires-là, j'ai eu la chance de... C'est les rencontres. Les rencontres, et surtout on t'a beaucoup écouté. Moi, ce que je comprends, c'est que quand on écoute quelqu'un qui a soif, qui a faim, qui a envie de monter des projets et qu'on lui tend la perche, elle s'en saisit. Et une fois qu'elle s'en saisit, elle arrive à des stades qu'on ne peut même pas imaginer, comme ton défilé Avenue Montaigne, l'Opéra Garnier. Tu vois, toutes ces étapes de ton parcours ou tes voyages montrent qu'en réalité, la personne qu'on a en face de nous, le jeune qui est en face de nous, si on l'accompagne du mieux qu'on peut, il peut arriver... Je pense qu'il ne faut pas avoir froid aux yeux. C'est ça. Faut être culotté, il faut de l'audace. Il faut de l'audace, ne pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai fait des choses... Par exemple, le défilé qu'on a fait au Père-Lachaise. Au départ, c'était un vrai challenge artistique, mais à un moment, c'est devenu une ambition dans le sens où je me suis dit, je vais nourrir un petit peu mon ego en me disant que je vais être le premier créateur au monde qui fait un défilé dans un cimetière. Et on l'a fait. Il y a eu des retours critiques, positifs, négatifs. Il y a 2 ans, Gucci, ils ont fait un défilé dans un cimetière. Ils ont fait ça avec des millions. On a fait ça avec les moyens du bord à l'époque. Et ça a été toi le premier. On a fait ça où? Au Père-Lachaise. Le défilé Avenue Montaigne, c'était pareil. Il n'y avait jamais eu de défilé de mode en pleine rue sur les Champs-Élysées. Avenue Montaigne, l'une des avenues les plus chères de Paris, du Triangle d'Or. On a réussi. Après, c'est la bagarre, parce que pour avoir les autorisations, faut y aller. Moi, au départ, que ce soit mon premier défilé dans une église, l'église Saint-Pierre de Montmartre, le défilé autour au Père-Lachaise, ou même sur l'avenue Montaigne. Une fois, j'avais fait un défilé au Carrousel du Louvre. C'était pas celui autour de la pyramide, mais c'était dans le hall Charles V. C'était un lieu où le musée du Louvre, pendant 15-16 ans, m'a dit qu'il n'y avait jamais rien eu. Et voilà, moi, j'aime ces challenges. Je me dis, ça, c'est un challenge à m'apporter. Et en fait, ça me stimule. C'est que ça me booste. Le Taj Mahal, le projet qu'on a fait, c'est pareil.
d'être allé au Taj Mahal, je me suis dit, est-ce qu'il y a déjà une grande marque française qui est partie faire un shooting photo au Taj Mahal? Non, j'ai trouvé mon challenge avec l'Inde. Puis l'Inde, bon, c'est un pays que j'adore, j'aime cette culture. Mais je me suis dit, c'est un challenge. Et en fait, j'ai besoin de challenge, ça me stimule, ça me booste. Le matin, je me lève. Quand tu sais, ça te fait avancer dans la vie, en fait. C'est comme si ça te fait pousser des ailes. Et à chaque fois que tu as réussi un projet, que tu as réatterri, il faut que tu refasses pousser des nouvelles ailes pour t'envoler vers d'autres cieux. Mais c'est clair qu'il faut de l'audace, il ne faut pas avoir peur. Moi, je pars du principe que tu peux être le président des États-Unis, de l'ONU ou du plus grand groupe de luxe, t'es un être humain comme moi, tu vas aux toilettes, tu chies, tu pètes. Donc je me dis, t'as rien à perdre. C'est au contraire, t'as tout à y gagner si ça passe. Et voilà, c'est comme ça que c'est un état d'esprit. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune justement qui souhaite atteindre ses objectifs, et de l'autre côté à un professionnel qui travaille justement en direction des jeunes? Quel conseil tu pourrais leur donner? Pour moi, un jeune qui veut atteindre ses objectifs, c'est... Moi, je suis un rêveur. D'accord. Je suis quelqu'un... ça fuse dans ma tête. Moi, tu me mets dans une réunion, dans une salle de cours, en 1 heure, il y a 50 choses qui se passent dans ma tête. Des fois, j'ai l'esprit ailleurs. Je peux être dans une réunion avec mes équipes de travail. Je peux être en même temps en train de penser aux Ganges. Donc, je pense qu'il faut être un peu un rêveur. Faut être un rêveur. Faut pas avoir peur. Faut oser, surtout pour des jeunes issus de milieux peut-être défavorisés ou autres, il faut se dire, j'ai rien à perdre. Il faut se dire que j'ai envie d'être à l'aise partout, que ce soit dans mon quartier, ou même si demain je suis amené à marcher rue Faubourg Saint-Honoré, je serai le même personnage. Je vais pas me rabaisser. Donc oui, il faut avoir cet état d'esprit de se dire que impossible is nothing. Voilà. Moi, ça c'est ma devise. Ensuite, pour les professionnels, je me dis, faut être curieux. Parce que la curiosité peut amener des belles surprises. C'est-à-dire d'aller à la rencontre de jeunes talents qui peuvent... on apprend, moi, à mon niveau aujourd'hui, parfois, oui, je rencontre des gens qui m'inspirent, des gens plus jeunes que moi, qui peuvent m'inspirer. Même un stagiaire chez moi, il peut m'inspirer, il peut me donner des bonnes idées. Donc oui, les professionnels, il faut être à l'écoute, il faut être curieux, il faut avoir envie d'aller aussi vers ces jeunes-là qui sont... Puis, c'est d'autres générations. Ça veut dire qu'ils viennent avec leurs codes, leurs univers, leur langage. C'est un plus. Ils peuvent apporter des choses. En fait, moi, je me dis, c'est un échange de bons procédés. Moi, j'aime bien la transmission intergénérationnelle. C'est vrai que les anciens peuvent transmettre l'expérience aux plus jeunes, mais les plus jeunes, ils apportent le dynamisme, la fraîcheur. Donc, tout le monde a y gagné, en fait. Donc, c'est comme si tu avais un rond-point et qu'on tourne tous autour. Et chacun, il croise l'autre, il prend cette sortie-là, tu croises celui-là, tu prends l'autre sortie. Mais ces rencontres vont faire que chacun va y gagner quelque chose. Je te remercie, Moussi. Au plaisir. Parce que vraiment, même moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ton parcours est vraiment inspirant. J'espère que pour vous également, cela a été instructif. Donc, si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à lâcher un commentaire, de mettre un petit like. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao!